Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui l'histoire d'Hélène, celle qui était considérée comme étant la plus belle femme du monde et pour qui son mari déclencha la guerre de Troie. Je vous invite à aller visionner la vidéo sur Ménélas si vous ne l'avez pas encore vue, et pourquoi pas au passage celle sur Agamemnon et sur Cassandre, qui viendront toutes trois compléter l'histoire d'aujourd'hui. Allez, on retourne à Sparte tout de suite après le générique. La femme de Tindar, le roi de Sparte, s'appelait Léda. Elle a eu 4 enfants. Clytemnestre, la future femme du roi Agamemnon, Hélène et les jumeaux Castor et Pollux. Bien que légalement Tindar soit considéré comme le père de ses 4 enfants, en fait, 2 d'entre eux sont issus de l'union de Zeus et Léda. Zeus s'est échangé en signes pour séduire la jeune femme et à la suite de cette union, Léda pondit 2 œufs. L'un d'entre eux fut fécondé par Tindar et donnera Clytemnestre et Castor, et donc des mortels, tandis que l'autre, fécondé par Zeus, donnera Hélène et Pollux, qui sont donc des demi-dieux. Comme toujours, c'est un petit peu le bazar parce que malgré tout, Castor et Pollux sont quand même jumeaux et ils seront appelés les Dioscures, et on reviendra sur leur histoire une autre fois. Dès son plus jeune âge, Hélène était considérée comme la plus belle femme du monde et elle attirait la convoitise des hommes. Durant son adolescence, elle a été enlevée par Thésée qui l'a ramenée chez lui et ce sont ses frères, Castor et Pollux, qui viendront la délivrer. Au final, cet incident n'aura pas vraiment de répercussions, contrairement à ce qui se passera quelques années plus tard. Hélène grandit et devient de plus en plus belle, à tel point que certains la comparent à Aphrodite, la déesse de la beauté. Et quand elle atteint l'âge de se marier, son père est bien embêté car il a peur de choisir un époux parmi la cohorte qui se bouscule au portillon. Ulysse propose alors à Tindar de faire prêter serment à tous les prétendants, disant que si l'époux choisi devait avoir un quelconque souci lié à son mariage, ils devraient tous venir l'aider. Selon la version de la légende, c'est Hélène elle-même qui choisit Ménélas car il était le plus beau de tous les prétendants. Selon d'autres versions, c'est Tindar qui choisit Ménélas parce qu'il était le plus riche et qu'il avait déjà donné son autre fille Clytemnestre à Agamemnon, le frère de Ménélas. Toujours est-il que le mariage a lieu et quand les Dioscures décèdent, Tindar demande à Ménélas de venir sur le trône de Sparte. Avec sa femme, ils deviennent roi et reine de Sparte et quelque temps après, ils ont une fille qui s'appelle Hermione. Selon les sources, ils auraient aussi un garçon ensemble, tandis que Ménélas aurait eu 2 autres enfants et Hélène aurait eu au total une dizaine d'enfants avec plusieurs partenaires différents. Mais dans tous les cas, on ne sait pas grand-chose sur eux. Je ne reviens pas sur l'épisode de la pomme de la discorde, ni les raisons pour lesquelles Paris, le prince de Troie, débarqua un jour à Sparte. J'ai longuement abordé le sujet dans la vidéo sur Ménélas. En tout cas, voilà Paris qui vient chercher la femme qu'Aphrodite lui a promise, et ensemble, ils partent pour Troie. Ménélas, de son côté, va voir son frère, et ensemble, ils font le tour des chefs de guerre grecs qui ont prêté le serment de Tindar. Ils montent une expédition, et direction Troie pour récupérer Hélène. La guerre de Troie durera 10 ans et verra mourir pas mal de héros de chaque camp. Même Paris finira par mourir avant la fin du conflit, malgré le fait qu'Aphrodite l'ait sauvé lors de son duel contre Ménélas. À ce moment-là, Hélène aurait pu choisir de rejoindre Ménélas, mais elle n'en fit rien et épousa un autre homme qui s'appelle Déiphobe. À la fin de la guerre, Ulysse propose le stratagème du cheval de Troie, et avec plusieurs chefs de guerre, dont Ménélas, il se cache dedans pour entrer dans la ville. La prophétesse Cassandre avait essayé de prévenir de ce danger, mais personne ne l'écouta. Une légende raconte qu'Hélène avait la capacité de changer sa voix à volonté, comme le font les sirènes, et que ça faisait partie de son pouvoir de séduction. Elle aurait profité de la nuit tombée pour faire le tour du cheval de Troie, en appelant chaque chef de guerre à l'intérieur en imitant la voix de son épouse. C'est la volonté d'Ulysse qui aida les chefs à résister et ainsi pouvoir mener à bien leur plan. Ce n'est pas le seul épisode qui lie Hélène à la magie, car dans le chant 4 de l'Odyssée, on peut lire que lors d'un banquet, elle utilise un baume magique qui est censé faire oublier les malheurs aux convives, car ceux-ci,
au lieu de s'amuser, étaient inquiets de la disparition d'Ulysse. Oh là là, les monstres, ils osent s'inquiéter pour leur ami au lieu de faire la fête. Désolé, je m'égare. Revenons à Troie et à l'épisode du cheval de Troie. Ménélas et Ulysse sortent du cheval, retrouvent Hélène dans le palais de Déiphobe et Ménélas le tue sans aucune autre forme de procès. Il voulut aussi ensuite tuer Hélène pour sa trahison et ses mensonges, mais en la revoyant, il retomba immédiatement amoureux d'elle et décida de la ramener avec lui à Sparte. Le voyage de retour durera 8 ans et passa par Chypre, la Crète, la Libye, la Phénicie et l'Égypte. Entre-temps, Agamemnon n'a pas eu plus de chance car il fut assassiné par l'amant de sa femme dès son retour. Mais après toutes ces années d'absence, Ménélas et Hélène sont de retour à Sparte, où ils vont vivre à nouveau leur vie. À la mort de Ménélas, Hélène est chassée de Sparte, car les Spartiates n'ont pas oublié sa trahison, et elle était toujours détestée pour s'être enfuie avec un Troyen. Elle se réfugie à Rhodes, où elle est accueillie par la reine Polyxo. Bon, manque de bol, Polyxo en veut également à Hélène, parce que son mari est mort devant les portes de Troie, au tout début de la guerre déclenchée pour elle. On va dire qu'elle a de quoi lui en vouloir. Comme vengeance, elle envoie ses servantes étouffer Hélène dans son bain et fait ensuite suspendre son corps à un arbre. C'est ainsi que se finit la vie de la belle Hélène. Mais restez là, l'histoire n'est pas encore finie pour autant. Une autre version du mythe dit qu'à la mort de Ménélas, Hélène épousa Achille, qui était à l'époque bien trop jeune pour faire partie de ses prétendants et du serment de Tyndare. Ensemble, ils auraient eu un fils qui avait des ailes et qui s'appelait Euphorion. Malheureusement pour lui, le jeune garçon se refusa à Zeus et mourut foudroyé. Dans l'Odyssée, quand Ménélas enlève le dieu Protée pour trouver comment rentrer à Sparte, le dieu apprit à Ménélas qu'il mourrait et irait dans les Champs-Élysées. Mais il dit également à Hélène que les dieux lui accorderaient l'immortalité ainsi que le droit de vivre avec Ménélas éternellement. Je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y avait pas que les dieux qui avaient des cultes et des cérémonies dans la Grèce antique. Plusieurs héros avaient également ce privilège et c'est ce qu'on appelle les cultes héroïques. Et si je vous en parle là, c'est parce qu'Hélène fut elle aussi le sujet de l'un de ces cultes dans la ville de Sparte. On la vénérait pour sa grande beauté et de nombreux objets affiliés au féminin lui étaient offerts, tels que des miroirs, du maquillage, du parfum ou des accessoires pour les cheveux. À Sparte, il y avait 2 lieux de culte majeurs, ainsi qu'un temple et de nombreuses statues à l'effigie d'Hélène, un peu partout dans la ville. Elle était considérée comme le double humain de la déesse Aphrodite. En parlant de statues d'Hélène, il est intéressant de noter également que dès l'Antiquité, représenter la beauté d'Hélène était un véritable défi, car on ne savait pas comment immortaliser la beauté idéale. Au passage, je tiens à souligner que les critères de beauté évoluent avec le temps. C'est aussi pourquoi il est impossible de figer la beauté dans le temps. Une personne considérée comme belle au 7e siècle avant Jésus-Christ ne serait sans doute pas belle dans nos critères du 21e siècle. Mais bref, Hélène a été représentée sur des vases athéniens à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. L'épisode de l'enlèvement d'Hélène par Paris a beaucoup inspiré les artistes et il était un motif très populaire dans la peinture des vases antiques. Au Moyen-Âge, dans les années 1460-1470, cette scène est montrée comme une scène de séduction et consentante. À la Renaissance, on la représente comme un acte forcé, montrant Paris comme un agresseur et véritable ravisseur de la pauvre Hélène. Côté pop culture, Hélène continue d'inspirer les auteurs et on peut trouver pas mal de personnages et d'histoires ressemblant à celles de Ménélas et Hélène, voire même de Paris. Parmi ces adaptations, il y a 2 personnages majeurs dans l'histoire du jeu de rôle Vampire la Mascarade, qui sont des vampires ancestraux qui s'appellent Ménélé et Hélène. Ces 2 personnages se détestent et se vouent une guerre millénaire, et ils sont purement et simplement Hélène et Ménélas de la mythologie grecque, dont l'histoire a tellement influencé les mortels qu'elle est passée du monde des vampires à celui des mortels. Autre référence, dans les livres A Song of Ice and Fire de J.R.R. Martin et qui ont été adaptés dans la série Game of Thrones, il y a un personnage dont l'histoire est totalement inspirée d'Hélène et de son enlèvement. Il s'agit de Lyanna Stark, qui était la sœur de Ned Stark et fiancée à Robert Baratheon. Elle a été enlevée par Rhaegar Targaryen,
ce qui a mené à la rébellion de Robert Baratheon et à la chute de la dynastie des Targaryens. Et voilà qui conclura pour aujourd'hui l'histoire d'Hélène. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.